Théâtre raconte. Christophe Ondelatte. Je m'en vais vous narrer une affaire criminelle truculente de 1772, c'est-à-dire d'avant la Révolution, sous le roi Louis XV. L'histoire d'un curé qui en empoisonne un autre, à l'arsenic, par jalousie. Cette histoire, je la tire du livre de David Besnay aux éditions Héraclite, Affaires criminelles en Beaujolais au siècle des Lumières. J'ai écrit ce récit avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le 18 juillet 1771, en début d'après-midi, le père Antoine Peyen, le curé de Dracé en Beaujolais, est appelé pour une extrême onction, c'est-à-dire pour donner les derniers sacrements à un mourant. C'est un certain Claude Chaffanjon, monsieur le curé. Il va rendre son âme à Dieu d'ici peu. À cette heure-ci, en pleine chaleur, vous n'y pensez pas. J'irai à la fraîcheur, faites-le savoir, en fin d'après-midi. C'est-à-dire, monsieur le curé, qu'à cette heure-là, il sera peut-être déjà mort. Eh bien qu'il crève. Je dois vous dire que cette dernière phrase, eh bien qu'il crève, fait débat. Il n'est pas tout à fait certain qu'il l'ait vraiment prononcée. Il est possible que ce soit un raconteur. On préférerait. Mais peu importe. Et donc en début de soirée, le curé de Dracé enfile ses habits sacerdotaux et il se met en route, accompagné par le sieur Ducrozet, chargé de tenir la lumière. Je vous le dis, à ce moment-là, le curé est saoul comme une barrique. Et ce qui l'agace en chemin, c'est que les paroissiens ne s'agenouillent pas à son passage. Alors il crie « À genoux devant votre Dieu ! Impie, gueux, coquin, je vous dis de vous mettre à genoux !» Très gêné, Ducrozet qui l'accompagne le supplie d'arrêter. « Monsieur le curé, je vous en prie, cessez donc d'invectiver les gens de la sorte. » En vain, l'autre continue. Quand le curé arrive au domicile du mourant, il trouve le notaire sur place, en train de terminer sa mission qui consiste à ordonner les affaires du futur défunt. Le curé, toujours aussi saoul et très agacé qu'il soit là. Alors, il lui colle une paire de claques. Paf, paf. Et comme il tient à peine debout, il tombe à terre. Et quand il est question de donner les sacrements, il refuse. Il n'en est pas question. Il y a beaucoup trop de monde dans cette chambre. Si bien que la famille s'en va chercher un autre curé, celui de Saint-Jean d'Artière, qui est évidemment très mal accueilli par son homologue de Dracé. « Oh, mais t'as rien à faire dans ma paroisse. Va-t'en, va-t'en !» La famille du presque mort décide alors de le mettre dehors. Et ça se termine à coups de poing, jusqu'à ce qu'il finisse par quitter les lieux. Après cette sortie lamentable, le curé Peyen est ajourné. En d'autres termes, il est démis de ses fonctions. Mais il s'en plaint au procureur du roi. « Je me trouve décrété d'ajournement par un juge sans caractère. Les paroissiens sont ainsi privés de secours spirituels et même des offices divins. » Et le procureur du roi décide alors d'annuler le décret et de le laisser reprendre sa mission, aux grandes dames de certains qui rêvaient de s'en débarrasser. Je vous ai raconté cette petite histoire pour vous donner un aperçu du bonhomme, car le curé Peyen va se trouver dans un instant au cœur d'une affaire beaucoup plus importante. Avant de vous la raconter, une dernière anecdote. Un jour, au cours d'un prêche, le curé incite ses paroissiens à ne pas payer la dîme, l'impôt dû à l'église par les habitants. Ça lui attire évidemment les foudres des autorités ecclésiastiques. Il se dit
monsieur le curé, que vous avez traité de gens en foutre ceux qui payaient leurs dîmes? Bah oui, je les ai traités de gens en foutre. Mais ils m'avaient fait d'autres politesses avant. Avez-vous vraiment, monsieur le curé, invité les gens à ne pas payer leurs dîmes? Ben, j'ai dit que je donnerai l'absolution aux pauvres qui prennent le blé de la dîme pour se procurer du pain sans lequel ils mourraient. Vous connaissez maintenant un peu le curé Payen de Dracé? Alors passons à sa grande affaire. 6 mois plus tard, le 15 février 1772, le greffier de justice du village de l'Écluse voit entrer dans son bureau le père Godard, curé de la paroisse de Tapona. « Que me vaut l'honneur de votre visite, mon père ?»« C'est une affaire très délicate, monsieur le greffier. C'est au sujet du père Payen. » Le greffier lève les yeux au ciel d'un air de dire « Encore lui !»« Alors, dites-moi de quoi il s'agit, mon père. » « Eh bien voilà. Payen m'a invité chez lui le 7 janvier dernier. Je m'y suis rendu. Quand je suis entré, il y avait quelques personnes attablées. Et là, il a fait appeler sa servante. Et celle-ci a pris la parole en me regardant et il a dit « Je suis enceinte de vous, père Godard. Vous m'avez fait violence, je pars incessamment pour Lyon afin de faire une déclaration contre vous. Et ça n'est pas tout, monsieur le greffier. L'abbé Payen est allé dans plusieurs maisons de sa paroisse et il a raconté cette histoire à tout le monde, en professant des propos injurieux et des calomnies contre moi. Si je comprends bien, monsieur l'abbé, Payen vous accuse d'avoir engrossé sa servante. C'est cela. C'est cela même, monsieur le greffier. Et surtout, il va le dire partout. C'est ennuyeux, en effet, monsieur l'abbé. C'est très ennuyeux. Je m'en vais faire diligenter une enquête. Vous noterez au passage que ça n'est pas tant le fait qu'il ait engrossé la servante du curé Payen qui pose problème au père Godard, c'est le fait que Payen le répète partout. L'enquête consiste d'abord à interroger la servante. « Oh, ben cet homme-là, l'abbé Godard, il m'a comme ensorcelé. Cela faisait une année qu'il me faisait des avances et à Noël, il est venu passer quelques jours chez l'abbé Payen pour qui je travaille. Et voilà. L'abbé Godard m'a offert pour 40 sols de dentelle et puis un étui de bois garni d'épingles et d'aiguilles. J'ai cédé à son empressement, que voulez-vous. Et après, il m'a dit, si t'as quelque dégoût, viens me voir. Je te donnerai des remèdes. Vous avez compris, je suppose. Si je me trouvais enceinte, il me proposait de faire passer l'enfant. L'abbé Godard. Donc, l'histoire de la servante enceinte semble vraie. Qu'en est-il alors de la diffamation, du fait que l'abbé Payen soit allé se répandre partout des écarts de son confrère Godard? Est-ce que c'est vrai, d'abord? L'enquête trouve une fermière pour le confirmer. Oh ben l'abbé Payen est venu me voir. Il était en larmes, tellement il était bouleversé. Et que vous a dit l'abbé Payen alors? Eh bien, que le curé de Tapona avait mis enceinte sa servante. C'est ça qu'il m'a dit. Et qu'il croyait que c'était son ami. Et que l'autre lui avait joué un sale tour. On a donc un curé, le père Godard, qui aurait mis enceinte la servante d'un autre curé, l'abbé Payen, lequel curé Payen se répandrait partout sur les écarts de son confrère. Le greffier de justice de l'Écluse se dit « Ça n'est pas pour moi, ça. Ça n'est pas pour la justice locale. Cette histoire de jupe et de soutane concerne la justice royale. » Et donc au début du mois d'août 1772, il décide de transférer le dossier à la sénéchaussée de Lyon.
Et ça pourrait être la fin de mon histoire. Mais je vous ai dit que c'était une grosse affaire. C'est donc qu'elle n'est pas terminée. Dans l'attente du jugement royal, l'archevêque décide de suspendre non pas l'abbé Godard, qui est celui qui a péché, mais l'abbé Payen, qui décidément se tient mal. Ce scandale de l'extrême-onction impossible, son prêche contre la dîme, et maintenant cette histoire de luxure qu'il répand partout, l'abbé Payen est à nouveau ajourné. Dans la foulée, l'archevêque nomme un nouveau curé à Dracé, le père Mathieu Burdin, 27 ans. Il arrive à Dracé le 13 août, 2 jours avant la fête de l'Assomption. Et il ne peut pas s'installer au presbytère, puisque Payen refuse de quitter les lieux. Il s'installe donc chez celui qui fait office de bedeau, Martin Vernet. Il célèbre sans encombre la messe du 15 août, et le lendemain, 16 août, il retrouve le bedeau Vernet à l'église pour préparer la messe du jour. « Monsieur Vernet, tout est prêt. Avez-vous nettoyé et préparé les burettes pour l'Eucharistie ?»« Non, monsieur le curé, mais pas encore, mais je vais le faire immédiatement, monsieur le curé. » Les burettes sont de petites bouteilles que l'on remplit d'eau et de vin et que le prêtre, au moment de la communion, verse dans le calice pour figurer le sang du Christ. Vernet prend les burettes. Elles ont l'air plus lourdes que d'habitude. Il regarde à l'intérieur. Il y a de la poudre blanche au fond. « Monsieur l'abbé, il y a une drôle de poudre blanche dans les burettes. Eh bien, nettoyez, mon fils. Nettoyez-les à l'eau. Ne traînez pas. L'office va commencer. » Mais Vernet, le bedeau, méfiant, ne les nettoie pas. Il en change. Et la messe se déroule sans encombre. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Après l'office, le bedeau Vernet reste intrigué par cette poudre blanche. Alors il s'en ouvre aux autres ouailles. Une poudre blanche, je vous dis. Très étrange. Ça pourrait être de la chaux. Venez, je vous la montre. Ah, ça ne ressemble pas du tout à de la chaux. Alors, ça pourrait être un poison? Vous pensez? Mais comment le savoir? Il n'y a qu'un seul moyen. Goûter. Oh non, Vernet, ne faites pas ça. Alors j'ai une idée. Venez avec moi. Le bedeau Vernet habite tout près de l'église. Alors il emmène tout le monde jusqu'à son poulailler. Je m'en vais donner un peu de poudre à mes poulets. On verra bien. 30 minutes plus tard, le volatile tombe raide mort. Oh non, quel blasphème! On a tenté d'empoisonner notre nouveau curé. Sans attendre, la justice est saisie et des officiers arrivent de Belleville. Un procureur, un greffier, un huissier et un chirurgien, le docteur Étienne Chanal. Le médecin prend une plume et une carte et il prélève un peu de poudre et se lance dans ses analyses. Alors je m'en vais d'abord faire subir à cette poudre l'épreuve de l'eau. Je vais donc verser un peu de la poudre dans un récipient d'eau. Voilà. Et nous verrons bien si la poudre se dissout. 1 heure plus tard, la poudre ne s'est pas dissoute. Alors je m'en vais maintenant soumettre cette poudre à l'épreuve du feu. Avez-vous quelques braises que je pourrais utiliser? Oui, bien sûr, docteur. Je m'en vais chercher des braises dans la cuisinière. Le docteur met un peu de poudre sur le charbon ardent. Sentez-vous cette mauvaise odeur qui vient de la fumée? Je suis en mesure de vous dire que cette poudre, c'est de l'arsenic.
immédiatement informé, l'abbé Burdin, le rescapé, n'en revient pas. De l'arsenic, dites-vous? J'aurais pu mourir, alors. Merci. Merci, monsieur Vernet, de ne pas vous être contenté de nettoyer les burettes. Si je comprends bien, je vous dois laver. Eh bien, on m'avait dit que venir ici ne serait pas facile. Mais à ce point, je ne pensais pas. On ne se demande pas longtemps qui a pu mettre de l'arsenic dans les burettes du nouveau curé. Oh, ben, il n'y a pas trop à chercher, si vous voulez mon avis. L'abbé Payen, moi je vois que lui, par jalousie, par rage d'être remplacé. L'abbé Payen, il aurait donc tenté de tuer le nouveau curé. Une tentative de meurtre, la voilà, la grande affaire. Pour l'instant, évidemment, tout ça n'est que supposition. Pour impliquer Payen, il faut des preuves. Le 20 août, le procureur du roi charge l'officier François Privat d'aller arrêter l'ecclésiastique et de perquisitionner son presbytère. L'officier arrive le 23 août à 3h du matin. Lui et ses sbires laissent leurs chevaux à distance de la cure et ils s'approchent en silence. Vous allez me surveiller toutes les sorties. Il ne faut pas qu'il s'enfuit. Il reste comme ça, embusqué 1h30, et à 4h30 du matin, il pénètre dans le presbytère. Et il trouve l'abbé Payen au lit. « Antoine Payen, levez-vous, immédiatement !»« Oh, mais il n'en est pas question. J'ai pas fini ma nuit. Levez-vous, je vous dis. Et habillez-vous, vous êtes en état d'arrestation. Et vous fouillez les lieux, pièce par pièce, meuble par meuble. Ne négligez rien. » Les sbires commencent par fouiller la chambre. Et dans l'armoire, voyez ce que j'ai trouvé. Un petit sachet rempli de poudre. À quoi sert cette poudre, l'abbé? Mais c'est de la fleur de soufre. Rien de plus. Et il a raison. C'est bien de la fleur de soufre. Et absolument pas de l'arsenic. Et dans le presbytère, les sbires de l'officier ne trouvent rien d'autre. Veuillez fouiller les poches du curé, de sa soutane et de ses culottes. Les sbires fouillent. Ils trouvent un mouchoir, pas très propre, et tout un tas de petits objets sans intérêt. Vous n'avez pas vidé la poche droite de sa culotte? Allez-y. Et dans la poche droite, ils trouvent de la poussière de poudre blanche. Enlevez votre culotte, curé, et remettez-la moi. D'où vient cette poudre? Oh, je garde souvent dans ma poche une pierre à aiguiser. Ça doit être les débris de la pierre. Avouez que je serais idiot de garder l'arsenic dans ma poche, si j'avais tenté d'empoisonner quelqu'un. L'officier ordonne à un apothicaire de Lyon d'examiner la poudre. Curé, nous avons les résultats des analyses. Ce qu'on a trouvé dans votre poche, c'est bien de l'arsenic. De l'arsenic? Mais c'est sans doute un quidam qui l'a mis à mon insu dans ma poche. C'est bien connu. Les quidams passent leur journée à glisser de la poudre dans les poches des curés. Voici le procès-verbal, l'abbé. Veuillez signer. Oh, signer. Il n'en est pas question. Qu'importe. Le curé Payen est conduit à la prison de Lyon, et quand il y arrive, il se montre plus provocateur que jamais. Oh ben, je peux vous dire que je serais mieux ici, et plus content qu'intéressé. Ensuite commence une enquête. Un nommé Philibert Bourchanin assistait aux vêpres du 15 août. Alors après les vêpres, je suis resté à confesse. Et après quoi, je suis resté faire mes soumissions à genoux. Et là,
J'ai vu l'abbé Payen s'approcher du cœur de l'église et prendre les burettes. Confondant. Il y a aussi une certaine Jeanne Boulan qui raconte qu'elle était assise près de la haie qui clôture le jardin de la cure. Oh, ben j'ai entendu l'ancien curé dire « Tout le monde m'a fait contre, je suis perdu ». Ce qui illustre le désarroi du curé Payen. Mais il y a mieux que ça. Le 15 août, Payen est allé répandre son fiel au cabaret du coin. Il l'a dit, ça je l'ai bien entendu. Vous avez voulu me remplacer, vous vous en repentirez. Il a dit aussi, votre nouveau prêtre Burdin, là, c'est un sauteur. Il a ajouté qu'il lui fallait plusieurs femmes par jour, et il a dit qu'il lui fallait aussi une dizaine de bouteilles de vin. Et donc à ce moment-là, il est reparti, et puis il est revenu environ une demi-heure plus tard, et là les gens ont voulu lui offrir à boire, parce qu'avec ses accusations, vous comprenez, il amusait tout le monde. Et a-t-il bu? Non, pour une fois, il a refusé. Et d'autres encore disent l'avoir entendu dire « On dit bien du mal de moi. Mais je suis innocent. On n'a qu'à me prendre et me mettre au cachot et me faire brûler. Le Seigneur a souffert. Ah ben moi, je peux bien souffrir. Pour l'amour de Dieu. Amen. » Mais le témoignage qui confond définitivement l'abbé Payen vient de sa servante, qui se souvient d'une mission qu'il lui avait confiée. C'était le 17 ou le 18 juillet, je me souviens plus très bien. Il m'a envoyé à Belleville faire des courses. Et il m'a demandé d'acheter de l'arsenic. Il m'a dit que c'était pour détruire les rats qui gâtaient ses denrées et son linge. Et vous l'avez acheté, cet arsenic? Ah, pour sûr. La droguiste de Belleville, la demoiselle Bardèche, elle m'en a donné pour 4 sols. Et notre curé m'a demandé de n'en parler à personne. Et finalement, l'a-t-il utilisé contre les rats? Ah bah oui, c'est moi qui l'ai fait. J'ai saupoudré quelques noix que j'ai dispersées dans tous les appartements et aussi sur le toit de la cure. Et à l'issue, madame, restait-il un peu de poudre? Oui, il en restait un peu. L'archevêque de Lyon, évidemment, suit l'enquête avec attention. Pour l'instant, elle est menée par la justice royale. Mais voilà qu'il demande à la récupérer. Et la sénéchaussée de Lyon accepte. Mais à condition de rester dans le coup, de mener l'enquête aux côtés de l'Église. Pour une raison très simple. La sénéchaussée a bien compris que l'archevêque va étouffer l'affaire. Et ça se confirme, car dès que l'officialité de l'archevêque se met à interroger Payen, disons que le ton est plus cordial, plus compréhensif. Je n'ai pas commis ce crime, croyez-moi comme vous croyez au Christ. Mais comme nous croyons au Christ, nous vous croyons, l'abbé, oui. Nous vous croyons. Ensuite, le nouveau prêtre de Dracé, le curé Burdin, fait savoir qu'il est impatient que justice soit rendue. C'est-à-dire que, depuis que Payen est emprisonné, c'est moi qui ai la charge de ses meubles, de ses effets, et des denrées, et de ses bestiaux. Tout cela me coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, sans compter que sa domestique me réclame ses salaires. Le résultat, c'est que je me retrouve créancier d'une somme de 400 livres auprès de l'archevêque. Alors, je vous demande la permission de mettre en vente les biens de Payen, pour que je puisse au moins payer sa servante. Le procureur du roi accepte. Payen n'est pas encore jugé, mais il est d'ores et déjà ruiné. Depuis sa cellule de la prison de Lyon, il apprend néanmoins une bonne nouvelle. Antoine Vernet, monsieur l'abbé. Vous savez, votre bedeau qui a découvert la poudre au fond de vos burettes? Il est mort. Ah bon? Eh ben, je prierai pour son âme.
Tu parles? En vérité, il est très content que son ennemi soit passé de vie à trépas. Pour vous préparer au verdict, je vous rappelle que l'Église catholique, déjà en 1772, se préoccupe plus de sa réputation que de la justice. Et donc en août 1773, l'abbé Antoine Payen est finalement condamné à une peine inférieure à 1 an de prison, soit la période de détention qu'il a déjà accomplie. Il est libre et face à sa conscience, qui n'a pas l'air de le travailler plus que ça. Et la peine est confirmée par la Cour du Parlement de Paris. Bien entendu, Payen n'est jamais retourné prêcher à Dracé. Et on ne reverra plus d'ailleurs l'abbé Godard, à Tapona. Vous savez, celui qui avait engrossé la servante de Payen. D'ailleurs, on n'est pas sûr qu'il l'ait vraiment mise enceinte. Quoi qu'il en soit, Godard est ajourné. Pas tant parce qu'il a trempé sa nouille, mais parce que ça s'est su. Et ce genre de choses ne doit jamais se savoir. Quant à l'abbé Burdin, passé si près de sa fin dès ses premiers jours à Dracé, il demeurera finalement le fidèle serviteur de sa paroisse pendant 2 décennies, jusqu'en 1791. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà donc pour cette histoire totalement croustillante que j'ai tirée tout droit du livre de David Besnay qui est là avec moi, Affaires criminelles en Beaujolais, livre que j'ai préfacé. Au passage, je le dis parce que je vois la couverture, on voit ma tronche, et qui paraît aux éditions Héraclite. Et je suis très curieux, monsieur Besnay, de savoir comment vous avez trouvé trace de cette histoire très ancienne. Dans les archives, je suppose, mais quelles archives ? Oui, alors je suis allé aux archives départementales du Rhône où il y a plusieurs fonds judiciaires, les archives seigneuriales, les archives de la maréchaussée, les archives des justices royales, le bailliage de Villefranche, sénéchaussée de Lyon. Donc on a quand même une abondance de sources à disposition. Et est-ce que, au moment où vous ouvrez ces dossiers, vous vous apercevez que personne ne les a ouverts depuis 300 ans ? Ou presque ? Alors je ne me permettrai pas de dire ça parce que déjà, au moins les archivistes qui ont bien classé ces archives les ont ouverts. Après, vraisemblablement, elles sont restées effectivement un petit peu fermées pendant des années et c'est vrai que c'est assez stimulant d'ouvrir des cartons où on a une petite indication sur l'importance d'une affaire mais on n'en sait pas plus et page après page on découvre vraiment les tenants et les aboutissants de ces affaires et c'est assez passionnant, oui. Ça fait combien d'épaisseur ? Combien de feuilles de papier, par exemple, dans ce dossier ? Dans ce dossier-là, justement, j'ai été obligé d'aller le chercher dans plusieurs archives puisque ça a commencé par la justice seigneuriale. Ensuite, c'est parti au niveau de la justice royale, puis de l'archevêché. Alors, c'est un petit peu délicat à dire, mais je ne sais pas, ça peut être 60, 70 feuilles, 80 feuilles ou plus peut-être. Mais... Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je vais dans n'importe quelles archives départementales de France, je trouve trace de toutes ces affaires qui remontent au XVIIIe siècle. Je pense que oui. Alors, je peux parler que pour le Rhône, puisque c'est aux archives du Rhône que je suis allé, mais elles sont très bien conservées, très bien classées. Je suis allé un peu dans les départements voisins où elles sont également bien classées, donc je pense qu'on peut trouver trace effectivement dans de très nombreux départements, oui, tout à fait. Alors, ce sont des documents qui sont écrits à la plume, hein ? Tout à fait, oui. Lisibles ? Alors, en général, oui. Pour le XVIIIe siècle, c'est lisible. Si on remonte un petit peu, XVIIe, XVIe, l'écriture est plus ancienne, plus compliquée. Alors après, effectivement, il y a des greffiers qui écrivent petit ou qui écrivent gros, ceux qui écrivent bien ou ceux qui écrivent mal, mais globalement, c'est lisible, oui. C'est un texte compréhensible ? Oui. Alors, c'est un peu en ancien français. Il y a certaines expressions qui ont un peu disparu, mais page après page aussi, on s'investit un petit peu dans cette ambiance du XVIIIe, dans cette façon d'écrire, et on arrive effectivement à comprendre un petit peu ces documents d'archives. Ouais. C'est-à-dire que la langue n'est pas si différente que ça ? Non, pour le XVIIIe siècle, non, elle n'est pas très différente. Il y a quelques mots qui peuvent changer, quelques expressions qu'on n'emploie plus, mais qu'on peut comprendre. Mais ça reste encore très compréhensible pour le XVIIIe siècle. Oui. Pour que je me rende compte, vous arrivez aux archives, vous dites je m'intéresse à telle histoire, et alors l'archiviste vous dit je vais la chercher. Ou bien est-ce que c'est l'archiviste qui vous dit j'ai telle histoire sous le coude ?
Non, alors en fait, il y a déjà des catalogues avec un détail des archives, des années et quelques affaires importantes qui ont été classées. Après, il faut aller fouiner parce que parfois, il y a des affaires qui peuvent paraître alléchantes, mais qui ne le sont pas forcément, et d'autres qui paraissent rien, mais qui sont en fait des grandes affaires. Donc, c'est à vous d'aller chercher Ouais. dans le catalogue. Ouais. Et le catalogue, c'est quoi? C'est un registre en papier ou ça a été informatisé, tout ça? Alors aujourd'hui, oui, il y a pas mal de choses informatisées. Hein, Ouais. ouais, si. Mais malgré tout, de temps en temps, on peut tomber sur un registre en papier d'époque qui recense, avec des cotes. Ça dépend en fait. Certaines archives sont toutes numérisées, enfin certains catalogues sont numérisés, d'autres non. Si je comprends bien, vous êtes tombé là-dedans. C'est-à-dire dans les archives. C'est la base de tout. Tout à fait, oui. J'ai passé vraiment des mois dans ces archives. Alors, je les avais déjà croisées quand j'étais étudiant en histoire, il y a une vingtaine d'années, et je m'étais promis d'y revenir. Et là, oui, effectivement, pendant 4, 5, 6 mois, je me suis plongé dans ces archives pour tirer les meilleures affaires, oui. Racontez-moi quel bonheur il y a à fouiller des archives. Bah, je pense que c'est le bonheur du chercheur qui trouve, d'ouvrir ce carton et puis de tomber sur des affaires. Alors, l'affaire dont on vient de parler, en plus, d'abord, elle n'est pas dramatique, puisque c'est juste une tentative de meurtre. Elle est un peu cocasse et croustillante, comme vous l'avez dit. Ouais. Alors, d'autres, dans l'ouvrage que je viens de terminer, sont beaucoup plus dramatiques. Malgré tout, il y a quand même 250, 300 ans qui sont passés, donc l'émotion est un peu retombée, le sang a séché, mais malgré tout, il y a quand même des moments dans la lecture de ces archives qui peuvent être difficiles. Quand il y a Exemple. Alors, pas sur cette affaire. Alors, sur une autre affaire, j'ai un moment de torture, de sévices sur un enfant de 7 ans. Ouais. Torture à coups de goyarde. La goyarde, c'était l'outil du vigneron, une sorte de serpe, et aussi à la soupe bouillante. Ça, c'était un passage un peu atroce. C'est qu'on arrive à se faire émouvoir Ouais. par ce récit écrit à la main Mm. qui date des années 1700 et des poussières. Oui, tout à fait. Ouais. Quand c'est aussi violent que ça, ou alors les interrogatoires sous la torture aussi, qui étaient menés à l'époque, la question ordinaire et extraordinaire, c'est des moments un peu troublants de savoir que ces gens-là ont répondu sous la torture, la fameuse estrapade, comme on nous disait à l'époque. Ça touche, même si le temps a passé, c'est quelque chose quand même d'assez émouvant. Oui. Alors c'est un travail de titan que vous éditez parce qu'il faut bien qu'il y ait un débouché à tout ce travail de recherche, mais à aucun moment le livre ne rattrape les mois et les mois de travail. C'est-à-dire qu'il y a de l'abnégation dans ce que vous faites. Oui, Vrai tout ou à faux? fait. Oui, tout à fait. On compte pas forcément en temps passé, parce que forcément les archives, c'est beaucoup d'heures. Mais d'abord, il y a du plaisir, comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà, quand on trouve des affaires avec beaucoup de rebondissements et beaucoup d'enseignements, c'est d'abord du plaisir. Et puis en plus, oui, voilà, le plaisir de le partager ensuite avec les lecteurs. Je crois que c'est intéressant parce que l'histoire du crime, et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est partager aussi l'histoire sociale, l'histoire des petites gens, des gens humbles. Et puis l'histoire politique. Aussi, oui. Alors ce qu'on voit en filigrane de cette histoire, c'est la place de l'Église dans ces années-là. Évidemment, quand on ne sait pas et qu'on ne connaît pas l'histoire, on pourrait penser que dans ces années-là, 1770, etc., l'Église est au centre de l'histoire de France et qu'elle fait ce qu'elle veut et qu'elle décide ce qu'elle veut. Mais ce qu'on perçoit dans votre bouquin, c'est que se joue un jeu de pouvoir entre le pouvoir local, le pouvoir royal et le pouvoir ecclésiastique, qui colle assez bien avec ce qu'est le siècle des Lumières. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor politique et philosophique de cette époque-là? Alors, je vais me replacer aussi dans un cadre judiciaire parce que c'est intéressant. On avait d'abord des justices locales, les justices dites seigneuriales, qui rayonnaient pratiquement dans chaque village. Alors, c'est vrai que la justice de proximité, c'est un débat récurrent, encore À aujourd'hui. l'époque, c'est le cas. À l'époque, c'est le cas. Alors, c'était une justice qui a été un petit peu critiquée par les historiens parce que c'était une justice d'abord à la solde, littéralement, du seigneur. C'est Donc, le Seigneur lui-même qui rend justice. non, mais c'est lui qui paye des juges et des greffiers, donc forcément, voilà, on peut imaginer que si une affaire ne l'arrangeait pas, il la mettait sous le tapis. Mais malgré tout, c'était quand même une justice de proximité. Les habitants du village, même analphabètes, pouvaient aller voir la justice, déposer plainte. Donc elle avait quand même ses avantages.
Après, il y avait les justices royales, le bailliage de Villefranche pour le Beaujolais, ou même la sénéchaussée de Lyon qui s'occupait de certaines affaires. Comme Parce qu'elles sont importantes, c'est-à-dire la justice royale s'intéresse à des choses importantes, ou elle choisit les dossiers qui l'arrangent? Elle a un peu tendance à choisir les dossiers. Alors, il y a eu des évolutions législatives au cours du XVIIIe siècle, donc il y a des affaires, des compétences qui ont un peu évolué. Mais globalement, on se rend compte qu'elle s'intéresse dès qu'il y a une affaire qui fait un peu beaucoup de bruit. Par exemple, quand ça touche un curé, il y a une autre affaire aussi qui touche un curé dans ce livre. Et là, c'est la maréchaussée, l'ancêtre dans la gendarmerie, qui récupère très rapidement l'affaire. Il y a une espèce aussi de guerre des justices. Mais c'est vrai que les justices royales ont tendance à récupérer effectivement les affaires importantes qui touchent les personnages importants, un peu emblématiques de la société. Oui. Alors, je m'arrête sur le sous-titre de votre livre, Au siècle des Lumières. Les Lumières, c'est une philosophie qui, en gros, vient contester, à cette époque-là de l'histoire, la mainmise de l'Église sur le système français. Est-ce que dans cette histoire, vous trouvez qu'il y a trace des Lumières? Disons que tout au long du XVIIIe siècle, effectivement, on voit quand même que malgré tout, il y a une espèce de justice plus équitable, alors je ne sais pas si elle est plus philosophique, mais qui vient se mettre en place petit à petit, qui commence à lutter contre les précarés de l'Église ou du pouvoir royal, mais c'est vraiment c'est un chemin long qui aboutira à ce que l'on sait à la fin du siècle. Mais c'est vraiment les prémices. Cette histoire n'a pas de morale. Elle a une morale assez faible, et qui en tout cas est très éloignée des canons de l'Évangile, puisque donc ce curé qui a tenté d'empoisonner un autre curé se trouve condamné à moins d'1 année de prison, c'est-à-dire en gros la peine qu'il a déjà effectuée, et donc il sort de prison tout de suite. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est l'archevêque qui a arrangé les affaires? Oui, je pense. Alors j'ai trouvé, pour être honnête, d'autres affaires où finalement les coupables, notamment quand ils passent au Parlement de Paris, ont des réductions de peine justement à 1 an de prison, sans que ce soit vraiment explicable. Alors, est-ce qu'ils se défendent mieux devant les juges de la Cour du Parlement de Paris? Mais après, c'est sûr que pour cette histoire-là, effectivement, l'Église avait tout intérêt à ce qu'elle soit le plus possible étouffée, évidemment. Mais c'est vrai que c'est pas toujours... quand on regarde avec 300 ans de recul, les verdicts, parfois, étonnent, dans un sens comme dans l'autre. Et parfois, ils ont été vraiment très sévères. Alors, à l'époque, déjà, il y avait peu de condamnations pour des longues peines de prison. Quand c'était des condamnations lourdes, c'était directement soit les galères, ou soit la peine de mort, ou le bannissement du royaume. On zigouille comment à l'époque d'ailleurs? Pendaison ou supplice de la roue. D'accord. Mais évidemment, c'est une époque où la vie vaut moins cher. C'est-à-dire, il y a plus de morts, il y a les guerres, il y a les brigandages, il y a les règlements de compte, il y a les arsouilles qui se battent entre eux. Même si on se mettait à condamner à perpétuité la totalité des gens qui tuent, on viderait la population. Oui, et puis en plus, de toute façon, condamné à perpétuité, dans les prisons, les gens vivaient peu longtemps. Il y a plusieurs cas de personnes qui meurent pendant qu'ils sont en prison. Ils passent quelques mois en prison et ils meurent. Ça en dit long sur les conditions La dysenterie. Et les conditions sanitaires, l'insalubrité qui régnait dans les cellules à l'époque. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend du comportement des curés à cette époque? Alors moi, j'adore l'histoire du curé Godard de Tapona, parce qu'au fond, lui, ce qui le préoccupe, c'est pas tant qu'il ait engrossé la servante du curé Payen, mais c'est que ça sache. C'est que Payen s'en vante. C'est vrai que c'est aussi ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a jamais de question morale dans les interrogatoires, que ce soit Godard ou même Payen. À aucun moment ils disent il a trahi la soutane, il a trahi les Dieu, saints évangiles, etc. Il se place tout de suite, c'est mon ami, il m'a trahi, il a engrossé ma servante. On dirait plus un mari cocu qu'un curé, si vous voulez. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas une morale très, très poussée. Alors après, j'imagine que c'était d'un curé à l'autre, ça pouvait être très différent, et qu'il y avait sans doute j'en doute pas, des curés très vertueux au XVIIIe siècle également. Mais... Ouais, on en doute un peu. Est-ce que, au-delà de ce bouquin, vous avez déjà la suite? Est-ce que vous avez déjà mis le coude sur un certain nombre de dossiers que vous exhumerez un jour? Pour l'instant, non. Alors, j'ai une histoire qui mériterait un livre à elle toute seule, mais qui se passe plutôt dans les années 1930. J'espère avoir le temps de m'en occuper. Mais après, c'est vrai que les sources judiciaires, on ne va pas dire que c'est infini, mais il y a énormément d'affaires, même sur un petit territoire comme le Beaujolais, c'est impressionnant. Donc, souvent, c'est une activité de retraité, comme vous m'avez l'air très très loin de la retraite, merci. Puisque vous êtes jeune, alors vous en avez pour 50 ans. Et vraiment, je veux vous dire merci, parce que sans des gens comme vous,
nous ne pourrions pas raconter ces histoires. Et je vous promets que je tirerai d'autres histoires de ce livre qui s'appelle « Affaires criminelles en Beaujolais au siècle des Lumières » de David Bessenay, B-E-2-S-E-N-A-Y, aux éditions Héraclite. Et c'est vrai que vous êtes né à Clochemerle ? Et oui. C'est écrit dessous, c'est écrit sur votre bio. Vous êtes né à Clochemerle ? Oui, le village qui a donné son... À Vaux-en-Beaujolais, le village d'où était tiré le roman de Clochemerle par Gabriel Chevalier. Oui. Vous étiez destiné à raconter des histoires, c'est alors. Ça. Des histoires de la vie des gens, directement tirées de la vie des gens. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.